Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 19 avril, au sommaire cette semaine, 5 articles. Digitaliser les magasins, la condition d'un parcours client omnicanal efficace, à lire sur e-commerce mag. Le Fake Out of Home, nouvelle tendance marketing des marques, à lire sur République Retail. Tendance de marché e-commerce, les baby boomers ne consomment pas de mode en ligne, à lire sur Fashion United. Débâcle dans la livraison express, Flink aussi abandonne le marché français, à lire sur French Web. Et enfin, Harrods et les Galeries Lafayette, les dirigeants des grands magasins expliquent les clés de leur succès, à lire sur Fashion United. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Dans l'interview de cette semaine, je vous invite à découvrir Grégoire Borgholtz, directeur des opérations de Picnic. Mon invité au parcours professionnel complètement hors norme nous raconte comment le distributeur de courses alimentaires d'origine néerlandaise s'implante en France. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Digitaliser les magasins, la condition d'un parcours client omnicanal efficace, à lire sur e-commercemag.fr en date du 18 avril. Les tendances actuelles du monde du retail visent à créer une nouvelle expérience client grâce à l'innovation et la technologie dans le secteur du commerce. À l'occasion du World Retail Congress, différents acteurs ont apporté un éclairage sur leur vision du tournant omnicanal pris par le secteur du retail. Le parcours d'achat est de plus en plus omnicanal. Pour Thierry Gadoud, CEO de Vision Group, cela ne signifie pas mettre le magasin au second plan. Au contraire, le point de vente physique se place aujourd'hui au cœur du parcours. Pour que cette tendance se matérialise, le magasin doit devenir un centre de données au même titre que le web. À l'aide de caméras, displays et surtout d'IA, les retailers se doivent de monitorer l'activité de leurs rayons afin de comprendre leurs clients et de leur offrir une expérience personnalisée. Pour Mehdi Damani, retail directeur du groupe Fnac Darty, l'IA a permis à son groupe de personnaliser l'expérience d'achat de ses 11 millions de clients inscrits aux différents programmes de fidélité des enseignes. Nous avons aujourd'hui la capacité de savoir quand un client de nos bases achète un livre, mais aussi d'anticiper ses besoins. Ainsi, nous pouvons pousser les offres personnalisées. Pour connaître le client, pour gagner du temps. Cette connaissance aiguë de ses clients permet au groupe Fnac Darty de les conseiller, de les aiguiller plus rapidement. En somme, plus nous passons de temps à affiner nos outils technologiques pour optimiser le service client, moins le consommateur passe de temps à effectuer ses achats, s'amuse Mehdi Damani. Pour accompagner les acheteurs, en plus des conseillers présents dans les points de vente, le retailer a déployé des tablettes aidant les clients à trouver les produits qu'ils cherchent, mais aussi des recommandations sur les différentes marques. Toujours dans cet esprit de gain de temps, et comme le parcours client omnicanal est notre spécialité, nous utilisons aussi l'IA pour optimiser notre offre de click and collect, commente Mehdi Damani. Former les collaborateurs pour humaniser la relation. Si l'IA permet de faire gagner du temps aux clients, elle libère aussi une grande partie du planning des équipes des magasins. Pour Marc Iboston, senior advisor chez McKinsey, ayant travaillé avec Walmart, décharger les collaborateurs des tâches ingrates leur permet un retour aux sources du service client. Laisser à l'IA le travail répétitif et peu valorisant offre aux collaborateurs de prendre le temps de servir les clients avec le sourire et d'humaniser leur relation, détaille-t-il. En effet,
Thierry Gadou estime que dans un magasin, c'est l'humain qui fait la différence, la technologie n'étant qu'un outil pour optimiser certains aspects de sa journée. Mais pour cela, il est nécessaire de former les collaborateurs à l'usage de ces technologies. Chez Walmart, une académie forme aux Digital Skills afin que les vendeurs soient en capacité de se servir des tablettes qui les accompagnent dans leur travail. Les employés, parfois âgés, et les plus réticents à la technologie nous remercient chaque jour de les avoir poussés à s'ouvrir à ces outils, raconte Marc Iboston, car ce savoir leur simplifie la vie. La Fnac Darty Academy, elle, propose différents modules de formation aux conseillers du groupe afin de les accompagner dans l'utilisation des outils tech, mais aussi plus largement sur les achats responsables, le conseil client, etc. Ce n'est pas une recette miracle, commente Marc Iboston. Lorsque les collaborateurs sont mieux formés, mieux payés, avec plus d'agilité, le métier devient attractif. Il est alors possible pour un retailer de fournir le meilleur service client. C'est la technologie qui permet cette humanisation. Le Fake Out of Home, nouvelle tendance marketing des marques, à lire sur République Retail en date du 12 avril. Le Fake Out of Home, faux street marketing, nouvelle martingale des marques en quête de viralité, surfe sur l'effet waouh permis par les avancées technologiques en matière de 3D et de VR, en créant des moments trop beaux pour être vrais, décryptage. Vous l'avez forcément vu, cette première campagne faux, Fake Out of Home, d'envergure initiée au printemps dernier par la marque Jacquemus, eh bien, cette vidéo pionnière du genre qui montre des sacs géants défilant dans les rues de Paris a cumulé aujourd'hui plus de 48 millions de vues sur Instagram. Nombreuses sont les marques dans tous les domaines à lui avoir emboîté le pas, du mascara Maybelline en passant par la star du MMA, Cédric Doumbé, qui fait la promo d'un prochain combat sur Twitter via une vidéo montrant une affiche XXL déroulée sur l'Arc de Triomphe jusqu'aux cartes Swile. Le Fake Out of Home, que les anglophones appellent le Faux Out of Home, ou faux street marketing en français, c'est l'idée d'intégrer dans la réalité un élément qui n'existe pas, mais qui paraît exister pour de vrai. Le but de ces vidéos est de faire de la viralité. Les bons faux sont ceux qui sont naturels, tellement bien faits qu'ils paraissent réels et qui créent la discussion, commente Jérémy Bendayan, cofondateur du groupe JOS, spécialisé dans la création de contenu social média. Quant au côté déceptif potentiel, je ne l'imagine pas vraiment. Je n'ai jamais vu de commentaires négatifs sur une vidéo faux qui pointerait du doigt une quelconque tromperie. Quand le fake est reconnu, il est plutôt salué pour sa créativité et sa qualité. Le faux, un mélange de virtuel et de réel au service du buzz. Citroën s'est aussi prêté à l'exercice au travers d'un contenu faux autour de son modèle de voiture sans permis Ami, petite urbaine 100% électrique. Citroën a toujours prôné l'innovation tant dans ses véhicules que dans la façon de produire du contenu. Cela faisait quelque temps que nous voulions tester cette nouvelle solution de communication et Ami est le parfait véhicule pour ce faire, témoigne Camille Bataille, Head of Social Media chez Citroën. Un contenu mêlant réel et irréel pour aider la marque à émerger dans un contexte de prise de parole toujours saturé et très concurrentiel en fin d'année. On voulait faire quelque chose de différent qui sort de notre ligne éditoriale et attire l'attention. On compte bien sûr réitérer l'exercice qui a été très concluant et a plu à la communauté, tant sur TikTok que sur Meta et dans plusieurs pays différents, rajoute Camille Bataille. Une diffusion généralement organique et un budget créa pas si important. En matière de contenu, toutes les marques ont des logiques et des principes différents. Cependant, un schéma se dessine.
Les marques qui produisent du faux les diffusent dans leur grande majorité en organique sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont viraliser tout seuls. Très peu de budgets médias sont alloués comparativement aux autres contenus, éclaire Jérémy Bendayan. S'ils viralisent par nature, c'est aussi parce qu'ils créent la discussion, la surprise, l'effet waouh, bref, parce que la dimension créative de ces contenus est très forte. Mais contrairement aux idées reçues, il ne coûte pas si cher à produire. Il faut compter généralement entre 1000 et 4000 euros pour une vidéo faux, mais tout dépend, bien sûr, de la complexité du concept, de la technologie et du type de prestataire retenu. Dans certains contextes, les prix peuvent décoller très rapidement. Faux, tendance ou moment ou vrai changement? Quand la vidéo est bien faite, on ne voit pas qu'il s'agit de faux, on ne s'en rend pas compte. Donc tant qu'il y a de la créativité, c'est un format qui peut rester. Il y a 1000 choses encore à imaginer. C'est une façon d'élargir le champ des possibles, commente Jérémy Bendayan. D'ailleurs, le faux se répand plus loin qu'on ne l'imagine et de manière plus simple aussi. Il n'est plus rare de croiser sur LinkedIn des posts d'entrepreneurs à la gloire du nouveau 4x3 de leur marque dans le métro, alors qu'il n'en est rien en réalité. Tendance de marché e-commerce, les baby boomers ne consomment pas de mode en ligne, à lire sur fashionunited.fr en date du 10 avril. Une étude menée par Fox Intelligence montre que la génération B, autrement dit les baby boomers, nés entre 43 et 60, achètent majoritairement des produits fonctionnels pour la maison ou pour leurs soins personnels, ne laissant aucune ou presque chance à la mode en ligne. Selon l'étude de Fox Intelligence, outil de marketing intelligence, c'est-à-dire de connaissance du marché sur l'e-commerce, basé sur les transactions des consommateurs européens, les baby boomers privilégient la qualité et la durabilité des produits. Ayant connu des périodes de disette et de rationnement pendant leur enfance, ils attachent une grande importance à la valeur des biens qu'ils achètent. Ils sont également enclins à privilégier les marques auxquelles ils ont été fidèles durant des années, ce qui en fait une cible importante pour les stratégies de fidélisation des entreprises. La génération B accorde une grande importance à l'expérience d'achat. Pour beaucoup d'entre eux, le shopping est plus qu'une simple transaction, c'est une activité sociale et même un loisir. Par exemple, les baby boomers apprécient les interactions en personne et sont souvent plus enclins à acheter dans des magasins physiques où ils peuvent voir, toucher et utiliser les produits avant de les acheter. Si les générations X, Y et Z accordent une grande place aux produits plaisir, high-tech et fashion, ce n'est pas le cas des baby-boomers. De manière générale, dans l'ensemble des pays analysés, les catégories qui surperforment sont maison et cuisine, bricolage et outils, épicerie, soins personnels, jardin extérieur et gros électroménagers. Zéro place pour la mode donc. À ce sujet, il serait intéressant de vérifier si les boutiques physiques de mode sont confrontées à la même tendance de consommation. Des achats en ligne réguliers avec une attention particulière au prix et à la sécurité des transactions. Bien que réticents au départ, aujourd'hui, de plus en plus de baby-boomers se tournent vers Internet pour effectuer leurs achats. Cependant, malgré cette transition vers les commandes en ligne, ces consommateurs continuent de privilégier les aspects tangibles de l'expérience d'achat. Ils accordent une importance toute particulière à la sécurité des transactions en ligne et à la facilité de navigation des sites web. Ils dépensent moins que les autres générations, mais sont plus réguliers. Ils font attention au prix. C'est en Allemagne que la dépense en ligne moyenne de la génération B est la plus importante. Les consommateurs allemands ont dépensé 1948 € et passé 44,1 commandes en ligne. Au UK, c'est 1570 € pour 58 commandes. En France, 1209 € pour 21 commandes. Les Italiens ont dépensé 940 € pour 21 commandes et les Espagnols, 893 € pour 22,5 commandes.
Débâcle dans la livraison express, Flink aussi abandonne le marché français, à lire sur franchweb.fr en date du 19 avril. Flink, une des dernières entreprises dédiées à la livraison de courses express à domicile en France, ou Quick Commerce, jette l'éponge, suivant ainsi le destin de la plupart des acteurs du secteur qui ont abandonné le marché en raison d'un durcissement de la réglementation. La plateforme de courses à domicile qui emploie 218 personnes en CDI en France va être liquidée. Vendredi a annoncé jeudi à l'AFP sa direction qui a déclaré une cessation de paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'entreprise a pâti du contexte inflationniste, d'une pression réglementaire encore forte et d'un désintérêt des investisseurs pour le secteur, a déclaré le président-directeur général Guillaume Luscan. Flink était l'un des derniers à opérer en France uniquement sur ce secteur et faisait pourtant un peu figure de rescapé du quick commerce, soit la livraison express de courses à domicile. En septembre dernier, alors qu'il était en redressement judiciaire comme de nombreuses autres plateformes spécialisées, dans le contexte dans la course express à domicile, il avait été repris in extremis. Guillaume Luscan, son directeur général, la maison mère allemande et la start-up algérienne Yassir s'étaient alliés pour reprendre l'entreprise et l'avaient rebaptisée New Flink France. Ce sauvetage avait permis de maintenir alors 56% des effectifs, soit un peu plus de 200 personnes en CDI. La start-up Yassir, spécialisée dans les services à la demande et de paiement, l'une des plus valorisées de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, selon M. Luscan, avait injecté 5 millions d'euros dans l'entreprise. Mais l'inflation a pesé sur les conditions d'achat des produits et le contexte financier très difficile, les investisseurs se désintéressant du secteur après les récentes déconvenues du quick commerce, a expliqué le PDG. J'ai tout fait pour sauver cette entreprise, dit Guillaume Luscan, qui a souligné le succès de la reprise sur plusieurs points, dont l'amélioration de la rentabilité de 80% sur un an. Mais New Flink France ne peut plus aujourd'hui absorber ses coûts fixes, a regretté le PDG. Investissement significatif nécessaire. Surtout, Flink subit encore la pression réglementaire qui reste forte et qui impliquerait de la part de New Flink France des investissements significatifs pour transformer un certain nombre de ses sites. En effet, en mars 2023, une réglementation très contraignante avait porté un coup d'arrêt aux acteurs survivants spécialisés dans le quick commerce. Le gouvernement avait décrété que les dark stores, ces locaux où sont stockés les produits à livrer, étaient des entrepôts et non des commerces, ouvrant la voie à une régulation par les mairies de cette activité et même à la fermeture de certains sites. Le Turc Getir, qui opérait les marques Getir, Frishti et Gorillaz, avait alors annoncé se retirer du marché français. Getir et Gorillaz avaient été liquidés, laissant 1300 employés sur le carreau, mais Frishti avait été reprise par un concurrent, La Belle Vie. Or, avant cette réglementation, les acteurs s'étaient déjà entretués. Alors qu'ils étaient arrivés en fanfare sur le marché français, profitant des confinements liés à la pandémie de Covid pour se développer, il ne reste désormais pas grand-chose de la quinzaine d'acteurs spécialisés de la livraison express. Flink, Cajoo, GoPuff, Gorillaz et consorts se sont livrés une bataille concurrentielle féroce à coups de promotions extrêmement agressives, financées par des levées de fonds impressionnantes. Un modèle qui les a économiquement asphyxiés car il s'est opéré à perte pour fidéliser les clients et décimer les concurrents, avait expliqué à l'AFP la députée Maude Gattel, co-autrice d'un rapport sur le sujet. Malgré ces faillites, le quick commerce ne disparaît pas. Ce marché encore modeste reste en croissance et pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 438 millions d'euros en 2030, selon Madame Gattel. Des acteurs dont ce n'était pas l'ADN se sont ainsi récemment positionnés sur ce créneau, comme Uber Eats ou encore Deliveroo. Harrods et les Galeries Lafayette, les dirigeants des grands magasins, expliquent les clés de leur succès à lire sur Fashion United en date du 18 avril. À l'occasion du World Trade Congress du 16 au 18 avril 2024, deux acteurs majeurs de la distribution en grands magasins, Michel Ward, directeur général d'Harrods à Londres, et Nicolas Houzé, CEO des Galeries Lafayette à Paris, ont fait part de leur expérience respective lors d'une conférence.
Le premier sujet évoqué par Selvan Mouandas Duménil, directeur général de l'International Association of Department Stores, animateur de la conférence organisée à Paris par le Congrès mondial du commerce de détail, et de savoir quel est le challenge auquel sont confrontés ces deux acteurs de la distribution. Pour Michel Ward, il s'agit de faire en sorte que les clients achètent des marques de luxe à Londres alors qu'elles sont originaires de Paris. Sa réponse réside dans la création d'une identité de marque propre. À Harrods, nous adoptons notre ADN de marque pour nous connecter avec nos clients. Ils reviennent en boutique en amis. Ce n'est pas juste une histoire de vente, mais d'éducation. Nicolas Houzé acquiesce. Les Galeries Lafayette sont aujourd'hui une marque. Nous tâchons d'avoir ce qu'il se fait de mieux en termes de luxe et de food. Le commerce physique est toujours vivant, même si nous avons été challengés par le web, notamment pendant la crise Covid. Mais aujourd'hui, les acheteurs reviennent en magasin. Nous nous adaptons avec une vision digitale. C'est pourquoi nous avons rejoint la plateforme Unlimited à l'initiative du groupe Carrefour et Publicis. À ce jeu, pour avoir le meilleur assortiment possible, les data clients sont fondamentales. Grands magasins, les consommateurs locaux aussi importants que les touristes. La relation avec les consommateurs locaux est très importante, souligne Michael Ward. Nous avons investi de nombreux pounds pour comprendre nos clients. Tout vient de la façon de communiquer avec eux, mais il s'agit aussi d'être fidèles aux marques que nous représentons. Les consommateurs locaux sont les premiers que nous accueillons. Ils sont tout aussi importants que les touristes, renchérit Nicolas Houzé. 50% des Français vont d'abord sur notre site web vérifier l'offre et s'il y a du stock. Notre challenge, c'est aussi le service et l'information sur ce qui se passe en boutique. Il faut être centré sur le consommateur et l'écouter, conclut le dirigeant français. Et c'est lui le boss. Il faut s'assurer de pouvoir lui offrir ce qu'il veut pour être certain de ne rien rater de la tendance sustainable avec Go for Good et la création d'un espace dédié au wellness, au bien-être, ce pour que le temps passé dans le grand magasin soit un moment joyeux avec les bons services et les bons produits. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.